Aux portes de l'Atlantique, là où le Rio de la Plata se jette dans l'océan, la tentaculaire Montevideo dévoile des rives fécondes bordées de plages. En son cœur, dans les ruelles du centre-ville, il est une visite indispensable qui ne désemplit pas et attire des curieux de toute l'Amérique latine. Regardez ces bas-reliefs qui représentent des corbeilles de fleurs. C'était le style de l'époque, un style qui signifiait être innovant. L'art déco, c'est notre identité d'Uruguayen. Loin du style classique et colonial des villes brésiliennes ou de l'esprit haussmannien de Buenos Aires, Montevideo est un bijou d'architecture moderne emmené par l'art déco. Un style qui a fait la réputation de la ville sur le continent et permis au petit État de l'Uruguay, coincé entre les géants que sont le Brésil et l'Argentine, d'affirmer sa différence. Une identité tournée vers la modernité et le progrès social qui a doté la capitale d'un patrimoine qui fait la fierté des habitants. En plein cœur de la ville, sur la place de l'Indépendance, le Palacio Salvo et ses 115 mètres de hauteur incarnent la modernité qui s'empare de l'Uruguay au XXe siècle. Une folie des frères Salvo, deux entrepreneurs italiens qui ont fait fortune dans la ville. Ils se sont dit, pourquoi nous ne ferions pas construire un immeuble emblématique à Montevideo que nous pourrions habiter et qui nous donnerait l'opportunité d'afficher que nous sommes des entrepreneurs à succès. Et ils ont décidé de construire sur ce bout de terrain cet immeuble surprenant pour l'époque. Ce fut le premier immeuble en béton armé avec une hauteur pareille dans toute l'Amérique latine. Inauguré en 1928, le Palacio Salvo est d'abord pensé comme un hôtel avec des salles de réception. Ce colosse de 27 étages abrite la première galerie commerçante de la ville que l'on arpente encore. Ça vaut vraiment la peine de regarder de près comment sont faites ces colonnes avec cet extraordinaire granit uruguayen. Et sur chacun des piliers, chacune des colonnes, il y a ces chapiteaux de bronze, tous différents. Regardez comme ils sont dessinés avec ces éléments de l'univers marin. L'audace du Salvo réside dans son éclectisme. Une structure austère qui dévoile les prémices de l'art déco, un mouvement qui tourne le dos aux volutes de l'art nouveau pour des lignes plus strictes, résolument novatrices. Certains le voyaient comme une horreur, et d'autres soulignaient cette audace qui allait donner à Montevideo l'image d'une ville moderne, progressiste et dynamique. Le Salvo est devenu le symbole d'une ville en plein essor. Un essor emmené par une vague d'immigration exceptionnelle. Depuis le milieu du 19e siècle, des milliers d'Européens fuient les troubles du vieux continent pour s'installer à Montevideo. Cette immigration devient un enjeu politique pour le président du pays, José Batlle y Ordóñez. Au début du XXe siècle, avec des réformes économiques et sociales favorables aux étrangers, il conduit le pays vers la prospérité. José Batlle y Ordóñez avait en théorie, comme en pratique, des idées avant-gardistes qui ont permis cette jeunesse d'esprit, cette audacieuse transformation. Nous sommes par exemple un des premiers pays qui ait accordé le droit de vote aux femmes ou le respect aux travailleurs le plus pauvres. Cela a permis aux immigrés de se sentir rapidement comme des compatriotes. L'Uruguay, que l'on surnomme alors la petite Suisse de l'Amérique latine, devient le pays le plus riche de la région, tandis que sa capitale continue de s'étendre. Au départ de la place de l'Indépendance, l'avenue du 18 juillet est investie par une bourgeoisie nouvelle qui adopte les codes de la modernité. Cinémas et théâtres,
apparaissent sur cette artère centrale que l'on surnomme encore les Champs-Élysées de Montevideo. Mais la population de la ville a doublé. Des immeubles d'habitation apparaissent à l'image du Palazzo Durazno et ses 60 appartements. En 1925, l'exposition universelle des arts décoratifs de Paris nourrit l'inspiration des jeunes architectes uruguayens qui l'appliquent à leur ville. Florencia Correres vit dans ce fleuron de l'art déco français. Très jeune, elle s'est abreuvée de ce style. J'avais 5 ans quand ma famille est arrivée de la campagne pour s'installer dans la ville. Je vivais sur l'avenue du 18 juillet, près de la mairie de Montevideo et à côté du Palacio Diaz. Et ma mère nous disait toujours à mes sœurs et à moi, « Les filles, il faut regarder en l'air, regarder les coupoles, les moulures, les dessins. » Et cela est resté en moi, comme une marque indélébile. Au-delà de ces lignes symétriques, l'art déco prône le mélange des matériaux, comme le marbre, le fer et le granit. Édifié en 1930, le Palacio Durazno réunit les codes de la modernité. Les interphones électriques sont d'époque et ils fonctionnent toujours parfaitement. Dans le hall, on traverse une galerie de marbre. Il y a des statues et un vitrail exceptionnel. Et il y a autre chose qui fait que c'était un immeuble très moderne pour l'époque. Ce sont les 2 ascenseurs. Florencia est chef d'un grand restaurant de la ville. Avec son mari et leurs 2 enfants, ils ont acheté et rénové il y a 6 ans l'un des appartements. On a essayé de respecter l'esprit de cet appartement. Les fenêtres et les portes sont d'époque, et les sols aussi. C'était important de les conserver. Nous sommes très fiers de vivre dans un immeuble comme celui-ci et nous essayons d'en prendre soin. On considère que c'est un privilège de vivre dans un tel patrimoine historique. On doit le protéger pour qu'il continue d'être un logement habité et non un musée. À partir des années 30, c'est sur le littoral que se poursuit l'extension de la ville. Montevideo se dote d'une promenade moderne qui longe la baie, la Rambla. La bourgeoisie investit la plage et le quartier de Pocitos prend forme. C'est un quartier nouveau qui a d'abord une dimension saisonnière, très apprécié l'été, mais il va rapidement devenir un quartier de résidence permanente. Et c'est ici que nous allons voir émerger plusieurs exemples d'architecture moderne. Dans une ville que tant d'habitants ont rejoint par bateau, l'attachement à la mer est très présent. Et les grands paquebots qui arrivent dans le port fascinent. On peut dire qu'à partir du début du XXe siècle, les embarcations nautiques ont connu une grande révolution. Les paquebots sont désormais de vrais hôtels flottants. Et pour beaucoup d'architectes, les transatlantiques sont devenus une source d'inspiration. À tel point que le style paquebot va se transformer en une branche à part entière de l'art déco que l'on appelle alors à l'international le streamline et qui trouve en Uruguay un écho particulier. En 1939, le Yacht Club de Montevideo dévoile ses lignes nautiques. C'est incroyable. On a vraiment l'impression d'être sur la proue d'un bateau. On a presque la sensation d'avancer.
C'est un bon exemple du streamline. Certains éléments évoquent ce monde nautique, avec ses courbes, des éléments qui sont comme des ailes, presque volants, ou des éléments ornementaux comme les hublots de bateaux, qu'on retrouvait fréquemment pour les fenêtres de cette époque, et qui sont évidemment les fenêtres qu'on retrouve sur les grandes embarcations transatlantiques. Ce style extravagant s'étend à tout le quartier de Pocitos. El Mastil, le mât en français, est une référence du streamline. Sur toute la Rambla de Montevideo, il est amusant de noter ses formes nautiques très graphiques. Mais cette architecture connaît son déclin dans les années 60. L'instabilité politique de l'Uruguay conduit à une crise économique. Puis une dictature militaire plonge le pays avant-gardiste dans la torpeur. Aujourd'hui, alors que Montevideo a retrouvé son esprit de ville moderne, les Uruguayens ont pris conscience de leur patrimoine. Depuis quelque temps, il y a un intérêt nouveau qui a émergé. C'est intéressant de voir que quand un immeuble art déco doit être détruit, les gens sortent manifester et s'y opposent. Ils critiquent ces mesures, et cela illustre le fait que l'art déco a commencé à toucher l'intérêt de tous. Aux abords du port, l'un de ces amoureux du patrimoine arpente les rues du centre-ville, à la recherche de ces trésors trop longtemps oubliés. J'aime me balader dans la ville et m'arrêter pour dessiner. Je cherche d'abord un bon point de vue par rapport à la lumière, pour ensuite fixer sur le papier l'architecture de la ville, comme une mémoire de la cité. Pour cet arrière-petit-fils et petit-fils d'architecte, reproduire ces bâtiments est une façon de rendre hommage à ses ancêtres qui ont bâti la ville. Il y a vraiment de l'amour dans l'édification de ce bâtiment. Ces dessins, ce n'est pas seulement un point de vue sur le patrimoine, c'est aussi une façon de redonner vie à ces icônes de la ville. C'est un moment de communion entre ce que nous avons choisi de dessiner et celui qui l'a fait. À travers des dessins, des visites ou en continuant d'habiter ces lieux, les Uruguayens entretiennent l'histoire de cette architecture indissociable de leur identité.